Quand on pense au Mahjong, on imagine souvent un jeu où la chance décide de tout. La main qu'on reçoit, les tuiles qui arrivent, et pourtant, si vous avez déjà joué, vous savez que ce n'est pas si simple. En réalité, le Mahjong est un terrain de jeu où la stratégie prend le pas, où chaque décision compte. Ce n'est pas juste un jeu de hasard, c'est un mélange subtil de plusieurs domaines des mathématiques comme la réflexion, les probabilités donc combinatoires et même de plusieurs théories des jeux. On verra beaucoup de choses aujourd'hui, mais avant de plonger dans l'aspect mathématique, il est important de comprendre les règles, parce qu'il faut bien admettre que le Mahjong n'est pas aussi populaire en Europe comme le sont les échecs. Peut-être que vous êtes déjà un joueur expérimenté, auquel cas vous pouvez sauter directement au chapitre suivant. Pour les autres, reprenons les bases au minimum essentiel pour bien démarrer car elles sont cruciales pour la suite. Au Mahjong, l'objectif est de se construire une main avec les tuiles qu'on reçoit. On doit former une main de 14 tuiles constituée de 4 séquences ou triplés. Une séquence, c'est une suite de 3 tuiles consécutives, par exemple 2, 3, 4. Un triplé, c'est 3 fois la même tuile, comme 3, 3, 3. Ainsi, on peut faire 2 séquences et 2 triplés, tout comme 3 triplés et une séquence. Il ne faut pas oublier une paire dans la main, c'est-à-dire 2 tuiles identiques. Une fois que vous avez tout cela, vous avez une main gagnante. En revanche, quand il vous manque seulement une tuile pour compléter la main, vous êtes en main prête, ce qui signifie que vous êtes à un coup de la victoire. A ce moment, vous pouvez aussi déclarer Richie, misant 1000 points signalant aux autres que vous êtes sur le point de gagner. Si un joueur défausse la tuile que vous avez besoin, alors vous pouvez dire Run et il vous doit les points correspondant à votre main. A l'inverse, si vous obtenez la tuile par vous-même, vous dites Tsumo, et tous les autres joueurs vous doivent des points. Ainsi, on appelle les tuiles terminales les tuiles 1-9, et honneur les vents et les dragons. Sans oublier que chaque tour, vous obtenez une tuile, et vous décidez soit de la prendre dans votre main et défausser une tuile, soit de la défausser directement. Certaines mains rapportent plus que d'autres, mais gardons juste ces règles basiques en tête, elles nous serviront tout au long de cette aventure mathématique. Une fois qu'on a bien compris les règles du Mahjong, on sent tout de suite qu'il y aura une histoire subtile entre les tuiles, que certaines semblent meilleures que d'autres, qu'elles sont connectées envers certaines et d'autres non. On appelle cela l'efficacité des tuiles, et forme à elle seule une théorie du même nom, théorie de l'efficacité des tuiles. Par exemple, prenons cette tuile. En la regardant de près, elle semble connectée à plusieurs tuiles, 2, 3, 4, 5 et 6. Cela signifie que si l'on obtient la tuile 2, il nous manquera la tuile 3 pour compléter une séquence. De même que si on a la tuile 3, on pourra compléter une séquence avec la tuile 2 ou la tuile 5. Remarquez que chaque tuile possède une connexion avec elle-même. Logique, en cas de paire ou de triplé, comme on l'a vu précédemment. Ainsi, on pourra dire que la tuile 4 a une connexion de 5. En revanche, les honneurs ne pouvant pas être utilisés pour créer des séquences, n'ont qu'une seule connexion. On dit qu'elles sont isolées, elles ont donc une connexion de 1. Le même principe s'applique aux tuiles terminales, comme la tuile 9, qui est uniquement connectée aux tuiles 7, 8 et 9. Ce qui lui fait une connexion de 3. Et cela nous permet de voir plein de choses. Ça nous permet de voir clairement qu'il y a beaucoup plus d'opportunités avec des tuiles basiques que celles dites terminales ou honneur, d'où vient d'ailleurs une règle de l'efficacité du tuile, nous disant de défausser en priorité les tuiles honneur, puis terminales, car elles sont, comme on l'a vu, moins aptes à être autant connectées que les autres pour la construction de notre main. Comme on le remarque, chaque tuile est connectée à elle-même. Logique, en cas de paire ou de triplé. Cependant, il faudrait quand même aller un peu plus loin pour voir vraiment quelles tuiles sont meilleures que d'autres. S'arrêter à regarder juste une tuile est intéressant. On pourrait même dire qu'ici nous sommes à une profondeur de 1, et qu'une profondeur de 2 nous montrerait davantage d'informations. Et qu'à une profondeur de 3, on pourrait voir les différents chemins d'une tuile jusqu'à un bloc complet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu que pour la tuile 4, elle est connectée aux tuiles 2, 3, 4, 5, 6. Mais est-il meilleur de la connecter avec les tuiles 3 et 5 que les tuiles 2 et 6 ? Avant de passer directement à la suite, j'aimerais faire une courte aparté sur la façon dont on regarde le jeu. En effet, ce n'est pas la première fois qu'on s'intéresse aux aspects combinatoires du Mahjong. En témoigne cet article de 2019. Comme dit, il s'agit d'un article sur l'aspect combinatoire du Mahjong.
sur une main en particulier le 9 Gates. C'est en quelque sorte une main où 9 tuiles de la même famille permettent la victoire. Ainsi, vous pouvez faire des variantes en changeant le nom, par exemple 6 Gates pour 6 tuiles, etc. Et ce que l'article met en évidence, c'est la probabilité d'obtenir une telle main et on y voit même quelque chose qu'on a vu récemment. Bref, je mets le lien de l'article dans la description si ça vous intéresse. Imaginons maintenant qu'on vous montre deux blocs de tuiles, le bloc 2, 4, 6 et le bloc 4, 5. Intuitivement, on pourrait penser que le bloc 4, 5 est le meilleur choix. Mais après tout, les deux blocs semblent avoir le même nombre de connexions, ici 2. Donc on pourrait en déduire que rien ne change. Car en effet, dans le premier cas, c'est la tuile 3 et la tuile 6 qui complètent la main. Tandis que dans le second cas, c'est la tuile 3 et 5 qui complètent la main. Alors, pourquoi 4-5 serait-il considéré comme meilleur? On pourrait penser à l'argument de l'espace que prend chaque bloc dans notre main, mais nous le verrons en tout dernier. Cela peut être un très bon exercice avec un lien subtil aux chaînes de Markov. Alors, montrons cela visuellement avec des graphes. Cela nous permettra non seulement de voir les relations entre chaque bloc, mais aussi d'analyser les connexions et de mieux comprendre pourquoi l'un peut être préféré à l'autre. Commençons avec le graphe pour le bloc 2, 4, 6. A première vue, on peut faire 2, 3, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 4, etc. Ça a l'air très flexible, pas vrai? Voyons où ça nous mène. Il semble que si on s'avance dans cette branche, on est amené à des blocs de plus en plus spécifiques et à des chemins plus précis dont calculer la profondeur est long. D'apparence, il y a beaucoup d'options, mais le chemin est très long avant d'arriver au bout. Mais maintenant, voyons le graphe pour le bloc 4-5 et explorons-le. Non seulement on gagne de l'espace, mais on remarque aussi via ces graphes que 4-5 amène dans le futur vers de meilleures opportunités et plus efficaces, mais surtout plus rapides. Au final, on pourrait tout aussi dire que ces graphes s'agit de chaînes de Markov. L'état d'après dépend de l'état actuel. Bien que nous n'ayons pas mis de probabilité, il ne faut pas oublier qu'elles existent quand même. Nous ne recevons pas les tuiles de manière équiprobable ou directement, et ce parce qu'on a un léger problème, on se rend compte que le Mahjong est avant tout un jeu multijoueur. Et oui, il y a d'autres joueurs autour de la table qui, tout comme nous, cherchent à connecter leurs tuiles et préparent de bonnes mains pour gagner. Cela signifie qu'ils vont parfois défausser les tuiles dont nous avons besoin, mais aussi que certaines de nos tuiles d'essentiel pourraient déjà être hors jeu. Par exemple, imaginez une main étant plus qu'à une tuile d'être complète, disons un 5 bambous. Mais en regardant la défausse d'un autre joueur, on remarque qu'il a déjà défaussé 2 5 bambous. Cela signifie qu'il reste alors un exemplaire de cette tuile dans tout le jeu, et plusieurs hypothèses sont possibles. Soit ce 5 bambous est encore disponible quelque part et on peut espérer, ou alors la tuile est déjà dans la main d'un autre joueur et dans ce cas-là nous ne la verrons probablement jamais. C'est ici que la théorie de la décision entre en jeu. Devrions-nous rester sur cette main en espérant piocher la tuile nécessaire, ou faut-il s'adapter et changer légèrement notre main pour augmenter nos chances? Il pourrait y avoir une idée similaire à celle qu'on a explorée dans la vidéo sur le pile ou face, où certaines combinaisons viennent plus vite que d'autres qui se cacheraient là-dedans. Mais au final, on peut quand même se décider en regardant le nombre de tuiles qui restent dans le jeu. Par exemple, s'il reste 8 tuiles dans le jeu et qu'on a entendu 10 tours, le 5 bambous alors qu'il en reste 1, c'est probablement un signe qu'on ne l'aura jamais. Mais on peut quand même s'aider encore mieux de la défausse des autres afin de savoir à quoi leur main ressemble. Prenez un moment pour regarder cette défausse. A première vue, rien d'étrange. Des honneurs jetés, ce qui est très courant car rappelez-vous qu'elles n'ont qu'une seule connexion avec elles-mêmes. Quelques terminales aussi, ce qui n'a rien de particulièrement surprenant, et évidemment des tuiles normales. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, quelque chose semble se marquer. Il semble y avoir une proportion anormalement élevée de tuiles terminales par rapport aux autres. Si on regarde en termes de pourcentage, on remarque qu'il y a ce nombre de tuiles d'honneur, ce nombre de tuiles normales, mais ce pourcentage de tuiles terminales. Il ne s'agit probablement pas d'un hasard. En réalité, c'est un gros indice que ce joueur nous laisse ici. Une hypothèse logique serait que ce joueur cherche à compléter une main spécifique qu'on appelle Tanyao, aussi appelée All Simples. Une main composée uniquement de tuiles numérotées entre 2 et 8, excluant toutes les terminales et honneurs. On peut modéliser cela avec des probabilités conditionnelles.
en utilisant un raisonnement basé sur le théorème de Bayes avec, en quelque sorte, la probabilité d'un Tanyao sachant la défausse. Imaginez que vous voulez faire une main Tanyao. La première chose à faire serait de jeter tout ce qui est honneur et terminal. Maintenant, imaginez que c'est ce que vous observez sur la défausse d'un autre joueur. On pourrait clairement penser qu'il tente la main. En simplifiant, plus la défausse contient de terminal et d'honneur, plus la probabilité d'obtenir une telle défausse par un Tanyao augmente. Et on peut voir que s'il y a 90% de chances d'observer une telle défausse par un Tanyao, la chance que le joueur tente cette main s'élève à environ 70%. Remarquez comment en observant simplement une défausse, on a potentiellement su à quoi sa main ressemblait. Un autre cas très intéressant, un joueur qui ne fait que piocher et défausser sans trop d'hésitation. Cela pourrait être le signe qu'il est en main prête et attend patiemment un run ou un tsumo, sans avoir déclaré Richi, et dans ce cas-là, on doit faire attention. Comment réagir à une telle situation? Une approche générale consiste à analyser les défausses des autres joueurs. Dans cette situation, le joueur avant nous a défaussé un 2-pin. On peut en déduire que le 2-pin est bon à défausser si on ne veut rien risquer. Adopter cette stratégie, c'est ce qu'on appelle se coucher. Jouer en défense en minimisant ses pertes potentielles. Mais il arrive parfois que même en se couchant, on obtient une main prête. Vous pouvez donc choisir de prendre des risques. Si vous êtes en main prête, vous pourriez déclarer Richi. Et là, une situation amusante se produit. Une sorte de duel silencieux entre vous et l'autre joueur en attente, où tout se joue sur qui obtiendra sa tuile en premier. Mais à des risques, puisque vous défaussez automatiquement les tuiles que vous recevez, attention au run du joueur ou des autres. Une autre possibilité est de ne pas déclarer Richi, du tout, et de continuer à jouer en mode discret, prêt à run ou tsumo à tout moment, tout en restant prudent. Notez qu'ici, on fait pas trop de calculs. C'est surtout de la théorie sur quoi faire en prenant en compte certaines informations. Mais tout cela nous montre une chose certaine, c'est que jouer seul est dangereux. Alors, prenons un joueur au hasard qui décide de jouer sans se soucier des autres. Peut-il gagner malgré tout, ou est-il condamné à perdre systématiquement? Imaginons que ce joueur joue en ligne tout en regardant une vidéo YouTube sur le côté. Il ignore complètement la dynamique du jeu, les défausses des autres et joue simplement en fonction des tuiles qu'il reçoit. Comparé aux autres joueurs, qui observent attentivement et adaptent leur stratégie, il sera beaucoup plus exposé au risque de run. Il ne pourra pas anticiper les dangers, ni optimiser ses choix en fonction du jeu des adversaires. Mais alors, cela signifie-t-il qu'il perdra systématiquement? Pas forcément. Il peut tout à fait avoir de la chance et obtenir une très grande main. Cependant, sur le long terme, cette approche naïve le condamne. S'il gagne, ce sera grâce à la chance, mais s'il perd, ce sera à cause de son manque d'attention. Et comme la chance ne suffit pas dans un jeu aussi stratégique que le Mahjong, il finira inévitablement par perdre plus souvent qu'un joueur attentif. Pour lui, le Mahjong restera un jeu de chance. On l'a évoqué rapidement un peu plus tôt dans les règles, mais au Mahjong, il existe certaines mains qui permettent d'obtenir des résultats exceptionnels. Les plus rares et les plus puissantes sont appelées les Yakuman. Cependant, réaliser un Yakuman est très difficile. Ce sont des mains très spécifiques et il faut beaucoup de chance pour en tenter un. Et dans leur cas, il s'avère que de risquer plutôt que de se coucher peut être une très bonne récompense aux joueurs. Puisque, quand la récompense est exceptionnelle, le risque devient rationnel. Et il arrive que c'est ce risque qui permet de dépasser la moyenne. Imaginez que vous soyez sur le point de provoquer un Yakuman, quand un autre joueur vient de déclarer Richi. Vous pourriez vous permettre de risquer puisque, vu la main, cela devient stratégique. Mais même si cela s'applique, il faut toujours faire attention entre le niveau de risque et la récompense que ça apporte. Un exemple connu pour illustrer les risques et récompenses est le dilemme du prisonnier. Pour rappel, on prend une personne A et une personne B. Si A et B se taisent, ils prennent 1 an de prison chacun. Si A se tait mais que B dénonce, alors A prend 10 ans. De même pour B si B se tait et A dénonce. Mais si les deux dénoncent, alors c'est 5 ans chacun. On peut transposer l'idée ici avec le système de risquer ou de se coucher. Et voyons maintenant à travers différentes combinaisons de stratégies simples ce que le choix d'attaquer ou de se défendre permet de provoquer. On remarque bien que risquer amène plus facilement à perdre, mais que de se coucher amène à se faire plus facilement exploiter et donc être vulnérable. Certains l'auront compris, mais nous sommes exactement dans le cas d'un principe connu de la théorie des jeux, l'équilibre de Nash.
Un joueur qui ne se couche jamais devient prévisible et alors facile à avoir, tandis qu'un joueur qui se couche toujours devient inoffensif, facile à ignorer et dans les deux cas, ce joueur devient une cible importante si l'on veut gagner. Et c'est exactement là le principe du jeu. Au Mahjong, l'instinct seul ne suffit pas, il se trouve qu'il faut chercher un équilibre. Un équilibre où l'on est assez imprévisible pour attaquer, mais assez conscient pour savoir quand se coucher. C'est ça l'équilibre de Nash. Un état où, si chacun essaie de maximiser ses gains, personne n'a intérêt à changer de stratégie seul. Ce que le Mahjong nous enseigne ici, c'est une leçon contre-intuitive. Si l'on cherche à vouloir gagner à tout prix, on sera exposé à perdre plus souvent. Et qu'au final, le Mahjong n'est pas un jeu où nous devons être premiers, mais un jeu où on essaye de perdre le moins de points possible. Et que même avec l'aléatoire, des stratégies sont gardées pour mettre toutes nos chances de notre côté. Comme avec la théorie de l'efficacité des tuiles, nous permettant au minimum de sécuriser une place honorable. Le Mahjong est alors un jeu où l'on ne cherche pas à tout contrôler, mais où chaque décision qu'on prend doit minimiser nos pertes et maximiser nos opportunités. C'est un jeu où l'on ne joue pas seul, mais contre et avec les autres. C'est un jeu où parfois, la meilleure façon de gagner, c'est d'accepter de ne pas perdre. いつも全部ちょうだい